Le coup de marteau. Et c'est la chronique que vous attendez tous. Le coup de marteau de Au Bon Tweet. Bonjour Au Bon Tweet, comment ça va aujourd'hui ? Bah écoutez, ça va très bien, et vous ? Bah écoutez, pareil. Alors, quel sera l'objet de votre chronique ? Eh ben, écoutez, aujourd'hui je vais pas être méga original, je vais faire comme tout le monde et je vais vous parler des élections législatives. Ah bah tiens donc, mais c'est pas un truc de normise là, comme vous dites. Vous vous y intéressez vraiment aux législatives ? Bien sûr Clémence, là par exemple, on s'aperçoit que le paysage politique français a été profondément bouleversé avec un rassemblement national avec 33,2% des voix, suivi par le nouveau Front populaire qui rassemble 28,1% des voix. Loin derrière, nous avons la liste présidentielle en déroute avec 21% des voix. Et puis très loin derrière encore, on trouve les Républicains avec 9,70% des voix, ce qui est une véritable gifle, assez méritée d'ailleurs, vu qu'ils ont fait absolument n'importe quoi pendant cette campagne. Il est à noter que le taux de participation est le plus important depuis 27 ans, ainsi que le nombre de procurations, puisqu'on en a compté 2,1 millions quand même, Clémence. Bon, sérieusement, vous allez nous parler comme ça pendant toute la chronique ou quoi ? Ben non, évidemment pas. Non, ça je l'ai pompé sur Internet, sur une analyse du Figaro ou de France Info, je sais plus. D'ailleurs, vous voyez à quel point c'est chiant les analyses politiques de la presse mainstream. Non, moi, si vous le permettez, j'aimerais aborder ce sujet sous un angle un peu différent. Ah ouais, mais là vous me rassurez quand même. Pendant un moment, vraiment un moment, j'ai cru que vous étiez devenu aussi soporifique que les analystes politiques qu'on entend dans le mainstream, comme on dit. Bon alors, du coup, ça donne quoi les élections vues par Au Bon Tweet ? D'ailleurs, vous pouvez nous dire pour qui vous avez voté ? Oui, bien sûr. Alors j'ai voté pour Nicolas Sarkozy. Ah bon ? Mais attendez, vous habitez Neuilly ? Neuilly, non. Moi, je vous parle de l'élection de 2007 parce que c'est la dernière fois de ma vie que j'ai voté. D'ailleurs, si vous saviez comme j'ai honte d'avoir fait ce vote pour lui. Mais vous n'avez pas voté depuis 2007, mais c'est pas bien du tout ça. Et pourquoi vous avez honte ? Alors, il faut un minimum de contexte. Moi, les deux dernières fois où j'ai voté, c'était au référendum de 2005 et au présidentiel de 2007. Donc en 2005, j'ai voté non à l'Union européenne parce que j'étais déjà un peu complotiste et je voyais bien que l'UE avait une vocation à devenir totalitaire et surtout que l'euro était le signe évident de la perte totale de la souveraineté française, en plus d'être une grosse arnaque au niveau de nos portefeuilles. Mais j'étais pas encore assez complotiste pour réaliser que le mec pour qui j'ai voté en 2007 allait se torcher le cul, et je pèse mes mots, ma chère Clémence, avec mon vote de 2005. Et je vous parle même pas de tout le reste qu'il a fait, réintégration du commandement intégré de l'OTAN, vente des réserves d'or, attaque de la Libye pour le compte des Américains, etc., etc. Donc moi, comme un con, je pensais avoir voté pour un gaulliste, je me suis retrouvé avec un atlantiste qui est à peu près tout ce que je déteste. Du coup, je me suis dit que le vote, c'était peut-être pas trop mon truc et que j'étais pas trop doué pour ça et qu'il valait peut-être mieux arrêter de faire du mal à mon pays en faisant des choix parfaitement idiots et à l'exact inverse de ce que je voulais réellement. Ouais, en effet, sous cet angle, vous avez peut-être fait le bon choix, mais vous êtes vraiment légitime pour parler de ce sujet ? En quelque sorte, oui, parce que comme je suis plus du tout impliqué émotionnellement dans ce truc-là, je peux me permettre de voir tout ça avec un peu de distance et y voir des choses que ceux qui ont le nez dans le guidon ne peuvent pas forcément réaliser. Mais bon, ça n'est qu'une analyse personnelle et comme tous les sujets que j'ai la chance de pouvoir traiter ici grâce à vos invitations, et je vous en remercie encore une fois, ma chère Clémence, ceci n'engage que moi. Ah oui, ça je le reprécise. Hein. Alors voilà, c'est ça qu'on attend, votre vision personnelle des élections, allez-y. Très bien, alors déjà je vais commencer par vous dire qu'à mon sens c'est la pire campagne qu'on a jamais vue. Alors à la décharge de nos politiques, le timing imposé par Macron n'a pas aidé, il fallait s'organiser dans l'urgence et j'imagine que ce n'était pas évident. Mais je trouve qu'on a assisté à un summum de foutage de gueule, de mauvais goût et de vulgarité. De vulgarité carrément ? Oui, vous savez Clémence, moi je suis très grossier, j'emploie souvent des mots comme connard, enculé, fils de pute, oui, etc. Voilà, je sais que c'est mal, hein, mais j'aime bien le côté parlant de ces mots, qui est encore en deçà d'ailleurs de ce que je pense réellement, mais c'est pas de la vulgarité. La vulgarité, c'est ce spectacle immonde de tous ces petits personnages qui ont couru dans tous les sens pendant 2 semaines à faire des alliances improbables, des trahisons, des règlements de compte, des débats grotesques entre personnages n'ayant jamais travaillé de leur vie, mais prétendant néanmoins présider à la destinée de 70 millions de personnes. Voilà. À droite, Ciotti qui s'enferme dans son bureau pour rester président des Républicains. À gauche, des gens qui se gerbent à longueur d'année et qui s'allient le temps d'une élection. Tout ça, évidemment, sans jamais penser une seule seconde à la vie des Français, parce que c'était quand même un peu l'objet, au moins officiel, de tout ce bordel. Et on réalise la vacuité de tout ça quand on a conscience que ça ne sert à rien. Comment ça ne sert à rien ? Parce qu'au fil des années, on s'est fait voler l'intégralité de notre souveraineté, tout simplement. La France n'est dirigée par aucune des personnes qu'on a vues pendant cette campagne, même pas par Macron.
Ouais, vous pouvez développer ça? Volontiers. La quasi-intégralité des décisions qui régissent notre vie quotidienne sont prises à Bruxelles par des personnes non élues d'ailleurs, en costume gris. Par ailleurs, je vous rappelle que Bruxelles est la deuxième ville au monde après Washington en termes de concentration de cabinets de lobby. En plus, moi je fais partie des gens qui pensent que l'Union européenne est une création américaine. Donc en fait, les décisions sont prises à Bruxelles et Washington. Et à côté de ça, c'est l'OTAN qui contrôle notre armée, notre monnaie n'est plus souveraine, donc on ne peut plus agir dessus. Et puis on a la BCE, le FMI qui contrôle notre politique économique, l'OMS, donc Bill Gates qui contrôle notre politique sanitaire, McKinsey qui rédige toutes les décisions de Macron, BlackRock dont le PDG est systématiquement à Paris quelques jours avant les décisions importantes que Macron nous annonce. Et puis il y a les banques de Wall Street et de la City, et puis le Forum économique de Davos. En fait, ce sont tous ces gens qui dirigent vraiment la France, et il n'y en a aucun, je dis bien aucun, qui est élu. Alors vous en tirez quoi comme conclusion? C'est simple, j'en tire la conclusion que tout le paysage politique français est une gigantesque farce. Et le clou de cette farce, le fil rouge de chaque élection, c'est le chiffon rouge Front National ou Rassemblement National suivant les époques. Voilà, ça fait 40 ans qu'on enfume les crétins avec cette menace qui n'existe pas, comme l'ont avoué d'ailleurs Jospin et Roland Dumas. Et ça fait 40 ans que l'enjeu de chaque élection française est de faire barrage au fascisme. Moi, je pensais qu'au bout de 3 élections, les gens auraient compris, mais apparemment pas. Oui, mais sérieusement, le programme du Rassemblement National, vous en pensez quoi? Là aussi, moi je trouve que c'est une farce. Ils sont devenus pro-UE, pro-OTAN, pro-euro, pro-marché européen de l'électricité. Parfois, j'ai l'impression d'entendre Bruno Le Maire. C'est vrai qu'ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin, comme on dit ces derniers temps. Voilà, du coup, ils font semblant de s'en prendre à l'immigration, mais de toute manière, ils savent très bien qu'ils pourront jamais rien faire sur le sujet, vu que c'est décidé au niveau européen, et qu'ils devront s'y plier, à moins de payer des centaines de millions d'euros d'amende en cas de refus. Donc pour un pays qui a déjà 3 000 milliards de dettes, c'est mission impossible. Donc la fameuse menace fasciste, elle est 1000 fois plus soft que le programme du RPR dans les années 90. Et j'arrive pas à comprendre comment les gens continuent de se faire baiser avec ce truc. Oui, donc pour vous, le problème, c'est l'Union européenne. Ça me semble évident. D'ailleurs, la gigantesque arnaque de la politique française est d'avoir réussi à faire tenir tous les anti-UE, soit aux dernières nouvelles 55% en 2005. Et à mon avis, ça a même dû grossir ce chiffre. Donc ils ont réussi à faire tenir 55% d'anti-Europe dans 2% des votes. C'est génial, non ? Comment ça? Expliquez-nous. On est 55% à avoir compris que l'Europe est une entreprise totalitaire qui fait absolument tout sauf nous protéger, qui était pourtant ce qu'on nous avait vendu au départ d'ailleurs, mais on s'est tellement fait balader et on s'est tellement fait trahir que les seuls maintenant qui proposent d'en sortir sont Asselineau et Philippot, et ça dépasse pas 2% des votes. Mais si ce que vous dites est vrai, à quoi servent les politiques français? C'est là où je voulais en venir justement, ils servent à rien. Voilà, à profiter de l'argent public et à occuper tous les bâtiments prestigieux datant de l'époque où on avait des rois, tout en se prétendant profondément républicain. Moi, ça me sidère que les gens ne réalisent pas ça. Tous les ministères sont dans des hôtels particuliers. Quand Macron organise des dîners, il va le faire à la Maison des Rois et pas à la MJC de Saint-Quentin en Yvelines. Donc la politique française, c'est une espèce d'écosystème autonome, indépendant, qui vit en marge de la société et en dehors de ses lois, d'ailleurs, puisqu'il ne respecte jamais rien de ce qu'il nous impose. C'est vraiment ce que vous dites? Oui, c'est un monde qui ne sert à rien, mais qui a réussi, en détournant petit à petit la Constitution et les institutions, à devenir un gigantesque troupeau de parasites, dépensant de manière indécente l'argent public, et qui en plus se font régulièrement gauler pour avoir utilisé leur influence pour le compte d'intérêts privés, en se faisant grassement rémunérer. On ne peut pas plus trahir le peuple. Et le pire, c'est que comme ils servent à rien, ça leur donne le temps de faire plein de trucs à côté, genre se faire des bons gueuletons, écrire des bouquins de cul, draguer les assistantes parlementaires, aller dans les boîtes à partouze, etc., etc. Bon, on dirait que vous ne les aimez pas beaucoup. Non, pas trop en effet, mais surtout ce qui m'insupporte le plus, c'est leur vocabulaire bien spécifique. C'est-à-dire, c'est quoi leur vocabulaire? Tous leurs espèces de poncifs à la con qui nous sortent en toute occasion. Moi, c'est bizarre, mais quand j'entends certains mots, il y a une espèce de petite lumière rose fluo qui s'allume et qui se met à clignoter dans mon cerveau et qui dit en gros, attention, grosse enculade en approche. Quel genre de mots? Mais vous savez, les phrases toutes faites du genre moi je suis et j'ai toujours été profondément républicain. Oui. Tu sais quoi, gros connard, si t'es vraiment républicain, va installer ton ministère dans un immeuble sordide de Marne-la-Vallée et arrête de squatter les sublimes hôtels particuliers du 7e arrondissement. Ou bien, moi j'entends servir mes électeurs avec les valeurs humanistes chevillées au corps qui ont toujours été le moteur de ma vie politique. Sans déconner, qui parle comme ça? Moi j'en peux plus d'entendre ces gens s'exprimer avec leurs phrases alambiquées qui les présentent toujours comme des personnes parfaites qui n'ont que de belles intentions à notre rencontre. D'ailleurs,
C'est quand même dingue qu'avec toutes ces sommes de bonne volonté depuis 40 ans, la France s'enfonce à ce point dans la merde. Moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est des mecs qui me disent « Bon, voilà, moi je vous propose pas de miracle, mais je vais faire ce que je peux. » Ou bien, si vous voulez que j'applique un programme, il va falloir me donner les moyens de le faire et surtout faire en sorte de récupérer un peu de souveraineté. Parce que pour l'instant, j'ai les pieds et les poings liés par plein de traités et d'organismes internationaux. Moi, si un mec me dit ça, je me remets à voter. Vous comprenez, Clémence ? Oui, non, mais je comprends parfaitement. On est beaucoup d'ailleurs dans ce cas-là, hein. Mais donc, pour vous, les élections, là, aujourd'hui, elles ne servent à rien. Ça dépend pour qui. C'est-à-dire ? Pour nous, clairement, ça ne sert à rien, et en l'état, ça ne changera jamais rien. Pour eux, en revanche, une élection présidentielle, c'est juste savoir qui aura la chance pendant 5 ans d'utiliser le gros avion et de désigner les petits copains qui vont aussi bénéficier de certains avantages. Genre, vous savez, les voitures avec des pimpons et des motards devant, etc. Et pour les députés, c'est à peu près la même chose. C'est une espèce de vote pour savoir qui va gagner 13 000 balles par mois pendant 5 ans pour aller jouer au Scrabble ou regarder des photos cochonnes à l'Assemblée nationale en votant une fois de temps en temps, comme on nous dit de voter. Et encore, quand le vote est trop tard, les mecs, ils se déplacent même pas. C'est pour ça d'ailleurs que Macron a fait passer la plupart de ses textes pourris à 3h du matin quand il n'y avait plus que 12 macronistes dans l'Assemblée. Et on appelle ça la démocratie. C'est sûr, encore une fois, que vu sous cet angle, on peut se questionner. Non, mais c'est vrai, moi je vais me permettre une petite attaque personnelle. En plus, j'ai un peu de tendresse pour lui parce qu'il m'a inspiré beaucoup de tweets. Mais regardez quelqu'un comme Gérard Larcher. Bon, c'est le deuxième personnage de l'État. C'est le mec qui, en cas de vacance du pouvoir, assume les fonctions de président de la République. On ne parle pas quand même d'un vendeur de fricadelles frites à Béthune. Bon, et ben moi, j'ai jamais vraiment compris à quoi il servait. Et à chaque fois que je vois une photo de lui, il est en train de manger. Et c'est à peu près tout ce que je sais du personnage. Oui, mais où est-ce que vous voulez revenir ? En fait, j'essaie de faire comprendre que depuis que d'autres entités décident pour nous de notre destin, si l'intégralité de notre classe politique disparaissait, concrètement, on s'en rendrait même pas compte, sauf peut-être Christophe Barbier qui aurait plus rien à dire. Ah bah oui, c'était en tout cas l'analyse très personnelle de Au-Beau-Tweet sur ces élections législatives. Merci beaucoup Au-Beau-Tweet et à la semaine prochaine. Merci Clémence, à la semaine prochaine. Français, la chronique humoristique de Bon Tweet. Merci encore à lui, merci à vous tous. Merci de continuer à nous soutenir. N'oubliez pas de mettre vos pouces et pour ceux qui le peuvent, un clic sur le lien en description de la chaîne YouTube ou alors sur le chat pour ceux qui sont sur le chat et qui commentent pendant ce direct. N'hésitez pas à nous aider, vous l'avez vu, il faut désormais vraiment qu'on réussisse à avoir ce logiciel radio. On a bien vu les conséquences. Dès qu'en fait il y a une mise à jour de BS, ça nous met dans des difficultés pas possibles. Voilà pourquoi il faut qu'on continue d'avancer, de progresser et je vous promets qu'on va faire plein de très très belles choses justement en termes de progrès et de nouvelles grilles pour l'année prochaine. On pourra vous annoncer ces bonnes nouvelles très bientôt. Merci à vous tous. Demain, nous recevons un invité, le plus grand spécialiste de Julian Assange ici en France, qui va nous raconter exactement d'abord dans quel état il est et puis peut-être des vérités qu'on ne nous dit pas ici, ailleurs et dans tous les médias. Et évidemment, je vous donne rendez-vous à 7h30. À demain.